je vais vous présenter Marie-Louise, non pas dans ses dates principales, mais ça sera plutôt un portrait sensible, plus que formel. Et tout d'abord, je voudrais que vous vous imaginiez l'époque que vous avez peut-être connue dans des films. C'est janvier 1939. En janvier 1939, il faisait très froid. C'était un climat sibérien, oui. Une des périodes les plus froides du siècle. Et figurez-vous que cette année-là, ce mois-là, probablement le 25, le 26 ou le 27 janvier, là je n'en suis pas certain, une jeune femme de 25 ans tenait dans ses bras un bébé, un nourrisson, pas un bébé, un nourrisson de 3 mois. Elle avait enveloppé dans des couvertures et cette femme se dirigeait vers la frontière en train. Cette femme n'a pas pu passer la frontière. Elle n'avait pas le droit. Elle était... Tu n'aurais pas dû me prendre par le sentiment. C'est des choses très difficiles à vivre. Alors, même si j'étais très bébé. Ce bébé de 3 mois avait été conçu par un homme, un Français, un Français de Tunisie, qui n'était pas n'importe qui. C'était un combattant antifasciste qui se trouvait en Espagne pour combattre le franquisme. Il a rencontré cette jeune femme, ils ont fait un bébé. Ce bébé, ils l'ont prénommé Maria. Revenons à cette frontière. Cette frontière, cette jeune femme de 25 ans n'a pas pu la passer. Les Français s'y sont opposés. Ils ne se sont pas opposés à ce que le bébé soit remis à la tante, la sœur de la femme en question. Et voici donc Maria qui est donnée à sa tante pendant que la mère retourne en Catalogne. Maria va être acheminée, comme il pouvait à l'époque, jusqu'à Toulouse. À Toulouse, elle va en faire sa ville, parce que c'est un bébé et que ça va devenir sa ville. Même si dans ses veines coulait un sang catalan qui se révélera être très fort par la suite. En tout cas, à Toulouse, il fallait se fondre dans la masse. Donc Maria est devenue Marie-Louise. Malgré ça, Maria était quand même la petite étrangère, dans un contexte qui pouvait être difficile. Imaginez, les enfants peuvent être terribles entre eux, et donc c'était une période assez difficile. En 1950, un peu de temps s'était passé, une guerre était passée aussi pour la France, 39-45, c'est-à-dire que ce bébé a quitté le franquisme, la guerre, les privations, etc., est arrivé en France pour subir une autre guerre, avec son lot de privations, de bombardements, enfin, vous pouvez imaginer tout ça. Donc, on arrive aux années 50, Marie-Louise est devenue une petite Française comme une autre, avec une force de caractère un peu, peut-être plus aiguë. En tout cas, le sens du combat, qu'elle hérite de ses parents. Et sa mère, passant par l'Andorre, réussit clandestinement à rejoindre la France. Il n'était pas question, beaucoup de temps s'était écoulé déjà,
il n'était pas question de rester plus longtemps loin de son enfant, donc elle rejoint la France, elle récupère son enfant, et ils repartent à Barcelone. Pas pour longtemps, pour une seule année. Une seule année à Barcelone, puis ils retournent à Toulouse, mère et fille. Cette mère, même si des fois il pouvait y avoir des conflits mère-fille, cette mère a donné énormément d'amour. Et je sais, parce que je connais bien Marie-Louise, je sais que Marie-Louise a assisté, aidé sa mère jusqu'au bout. Elle a vécu avec sa mère jusqu'au bout et l'a beaucoup soutenue. Dans des années ont passé, à cette époque-là, je peux vous le dire, il n'y a que des filles ici. Donc, à cette époque-là, les filles, on les destinait à être secrétaires. On les destinait à faire des métiers comme ça, des métiers utiles. Donc, on a orienté Marie-Louise vers des métiers qui ne lui plaisaient pas. Elle avait d'autres ambitions et elle n'y trouvait pas son compte. Heureusement, beaucoup de force de caractère toujours, heureusement, des professeurs ont détecté chez elle un goût prononcé pour le français. Et c'était une de ses matières préférées. Et petit à petit, ils l'ont orientée vers le journalisme. Et à l'âge de 20 ans, ce qui est assez exceptionnel, puisque sans beaucoup de formation, à l'âge de 20 ans, Marie-Louise s'est retrouvée à écrire ses premiers articles pour la Dépêche du Midi. Pas facile, parce que on se retrouve au milieu d'une rédaction dirigée par des hommes, quasiment exclusivement composée d'hommes. Il n'y avait que 3 femmes journalistes sur une grande rédaction. Les autres femmes étaient soit des secrétaires, soit des sténos, mais journalistes, il n'y en avait que 3. Et ainsi, il y a eu des années d'apprentissage. Pour cette femme, ça a duré 3 ans, 4 ans, parce que Marie-Louise avait ce goût de ce métier et a pu très vite l'apprendre. Je n'étais pas préparée à cette présentation. Alors, je dois vous dire que je connais les sentiments. C'est très difficile à vivre en public. Je dois vous dire que je connais bien Marie-Louise parce que j'ai fait toute ma carrière auprès d'elle. Je connais l'aisance avec laquelle elle a pratiqué ce métier. N'oubliez pas qu'elle était au milieu de tous ces hommes et que être journaliste n'était pas suffisant. Il fallait être meilleur. Ce qu'on demandait à un homme n'était pas suffisant. Il fallait être meilleur que les hommes. Et elle a très vite prouvé. Donc cette petite fille qui a été ballottée d'une guerre à l'autre, qui a souvent été méprisée quand elle était enfant, elle est devenue une journaliste reconnue, recherchée et admirée. Pour beaucoup de journalistes, elle a été une université. En fait, ils sont rares, les journalistes comme elle, dont on attend, avec impatience, de les lire. On recherche cette lecture. En revanche, sont nombreux les journalistes qui, eux, ont appris leur métier auprès de Marie-Louise. Je suis de cela. Merci. Je m'en doutais pas. Je suis désolé de ce portrait un peu sensible, je vous avais prévenu. Moi, je n'étais pas préparée. Mais il est sincère et très vrai. Oui, je sais.
C'est-à-dire, il m'a vu à l'œuvre. Alors, après, c'est difficile de vous parler après. Ce qui reste vrai, c'est qu'à l'époque, les femmes qui voulaient... Enfin, moi, j'étais obligée de gagner ma vie. Et la chose que je savais faire, en tout cas, c'était écrire. Mais je savais écrire sur Balzac et sur Victor Hugo. Je ne savais pas tout à fait pratiquer le métier de journaliste, qui est de rencontrer les gens avec une certaine assurance, que je n'avais absolument pas. Donc l'apprentissage social a été long. Mais je peux dire que le journalisme, j'ai fait mes classes sociales avec du journalisme. L'avantage du journalisme, c'est qu'il vous permet de rencontrer toutes les couches sociales. Vous rencontrez aussi bien des clochards que des présidents de la République. Donc ça vous donne une idée du pays que vous traversez. Alors c'est vrai que moi, j'étais entre deux cultures. J'étais entre même 3 langues. Parce que chez moi, on parlait le français, on parlait l'espagnol, mais aussi le catalan. Et donc, ma langue d'écriture, c'était le français. C'était la langue que je voulais maîtriser, parce que je savais que j'étais dans une société française où la maîtrise de la langue me donnait un pouvoir que je n'avais pas autrement. Et en plus, j'étais sommée d'écrire très vite, parce que dans le journalisme, le facteur temps est très important. On brûle le temps, il faut aller vite. Et vite et bien, c'était la forme du journal, mais on ne s'en sent pas tous les jours capable. Tout dépend du sujet que vous traitez. Et le sujet, vous ne le choisissez pas. C'est votre rédacteur en chef qui le choisit pour vous. Évidemment, au fur et à mesure que votre compétence se déclare pour tel ou tel sujet, on vous donne de préférence les sujets qui vont avec votre personnalité. Alors c'est vrai que moi, par tendance profonde, j'ai aimé la littérature. Donc on m'a donné des sujets plutôt culturels que politiques. Même si j'ai fini ma vie, au bout de 60 ans, j'ai travaillé 60 ans de ma vie dans le même journal. On m'a donné au départ des sujets culturels qui allaient avec moi. La peinture, la littérature surtout, des faits de société aussi, parce que j'avais un certain art à faire des portraits, notamment. J'aimais l'humain, j'aimais le contact. Donc, et ce qui me plaisait, j'étais quand même liée à la fratrie espagnole de l'exil. Et donc, j'avais sous les yeux des cas qui étaient des cas sociaux, des gens qui étaient comme moi, rejetés par la société. Parce que nous avions une mauvaise réputation à l'époque, il faut le savoir. Nous n'avions pas... Le fait est que la guerre d'Espagne, qui était prémonitoire de la Deuxième Guerre mondiale, a été occultée par cette Deuxième Guerre mondiale. Nous étions très malheureux. Moi, j'ai évité les camps parce que j'étais accueillie chez ma tante. Mais la plupart des enfants de mon âge, ils ont vécu dans des camps, qu'on appelait les camps de concentration. C'était le nom officiel des camps qui étaient à Rivesaltes, à Argelès, à Gurs. Tout le midi pyrénéen était couvert de camps de réfugiés. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait 500 000 réfugiés. À partir de février 1939, moi je suis arrivée avant, en janvier. Mais en février 1939, ça a été la chute de Barcelone, quelques mois après la chute de Madrid. Mais Barcelone est évidemment très près. Et ces 500 000 réfugiés qui se sont précipités à pied sur la frontière française qui s'est ouverte. Mais pas comme on l'imaginait, pas comme les républicains espagnols l'imaginaient. C'est-à-dire qu'ils étaient précédés d'une très mauvaise réputation. Et on les a désarmés, on a séparé les enfants de leurs parents, pas de leur mère mais de leur père, et on les a plus ou moins essaimés un peu partout. Donc, avec quelque chose qui ne ressemblait pas aux idéaux républicains de la France et de l'Espagne. Voilà. Donc c'était, disons que dans la conscience des enfants de cet âge-là, il y avait le sentiment de n'être pas à leur place.
Et il faut penser que tous les exils se ressemblent, aussi bien ceux d'aujourd'hui que ceux d'hier. C'était il y a 80 ans, mais le souvenir ne s'efface pas. Je me sens toujours immigrée. C'est dur à dire. Voilà. Ils avaient fermé la porte une fois pour toutes et ils avaient conscience que le franquisme, c'était pour longtemps. Et surtout, les femmes ont cette préscience-là. Donc, les hommes sont plus combatifs. Il n'y a que des femmes ici, donc, enfin, il y en a un homme, mais il est tellement sympathisant de la cause féministe que je le considère comme des nôtres. Donc, les femmes, surtout, ont fait ça, ont compris que la porte était fermée. Les hommes, ils ont envie de refaire la guerre. Ils ne s'avouent jamais tout à fait vaincus. Et ils ont un esprit de revanche, tandis que les femmes sont prises par le quotidien, faire manger les enfants et leur assurer un avenir. Donc, souvent, elles n'ont pas transmis ce qu'il fallait de la langue. Et d'autres, par contre, ont hypertrophié leur hispanité jusqu'à vouloir que chez eux, on ne parle qu'espagnol, etc. Voilà. Donc, les deux formules sont valables. Et donc, l'attitude des enfants a été différente à cause de... Mais finalement, tout le monde a essayé de rechercher les racines. Hein, voilà. Excusez-moi pour mes interventions qui sont un peu longues. Le silence dont a été entourée l'histoire de Rivesaltes, évidemment, qui a touché tout le monde, hein, toutes ces personnes qui ont transité, mais comme par hasard, ce sont des femmes aujourd'hui, c'est plutôt récent, hein, qui parlent, et notamment, on a vu cette femme Joseph qui raconte, Marie même qui nous raconte, en tant qu'issue de cette histoire, parce que ce n'est pas elle, je veux dire, ce n'est pas un souvenir direct, mais c'est quand même la résultante, et c'est vrai que je trouve que là, on a vraiment un exemple. Je ne vous ai pas montré un autre document qui est intéressant, mais qu'on peut retrouver de femmes de harkis, donc des femmes harkis qui se sont retrouvées dans le camp de Rivesaltes aussi, avec leurs enfants, justement avec les problématiques dont parle Marie, c'est-à-dire que c'était les femmes qui devaient s'occuper en fait des enfants, parce que pour les harkis, il n'y a pas eu l'équivalent de la Croix-Rouge qu'il y a eu pour les autres. Très dur aussi, je ne l'ai pas mise, l'expérience de cet homme dont je vous ai lu le petit... Non, je ne vous l'ai pas lu en fait. C'est quelqu'un qui a été interviewé, qui maintenant est âgé, mais qui était vivant, juif, donc, qui a été déporté avec sa mère au camp de Rivesaltes, et dont la mère a dû en fait donner son enfant à la Croix-Rouge pour le sauver. Si le régime franquiste a survécu 40 ans, c'est à cause de la perversité de la politique, hein, il faut bien le dire. Si les Américains n'avaient pas soutenu Franco, peut-être Franco n'aurait pas duré autant de temps. Mais la diaspora espagnole n'est pas arrivée à parler d'une voix commune. Voilà, et ça a été un déchirement à l'intérieur même de la communauté. Voilà. Même si, finalement, ils ont reconstitué grâce à des partis qui se sont reconstitués dans l'exil, le Parti socialiste, le PC. Le seul qui ne se soit pas reconstitué tout à fait, c'est la CNT, c'est-à-dire c'est les libertaires. Quoiqu'il faisait des meetings auxquels moi j'assistais en tant que journaliste, mais en tant que, j'allais dire, militante en ce qui me concernait. Mais même si ces meetings étaient très exaltants, ils n'aboutissaient pas à grand-chose de réel. Voilà. Le seul syndicat le seul parti qui s'est vraiment restructuré de manière efficace, c'est le Parti socialiste, il faut le dire. C'est eux qui ont préparé le retour de la démocratie en Espagne, depuis l'exil. Et insister tout de même que Toulouse a été, malgré la diaspora qui s'était
qui a été au Mexique, qui a été un peu partout en Amérique latine, la vraie capitale de l'exil, c'était Toulouse. Ce n'était pas Paris, c'était Toulouse. Ça, c'est indéniable, ne serait-ce qu'à cause de la quantité d'Espagnols qui vivaient à Toulouse, à l'intérieur. Et chaque fois qu'il y avait des personnages importants politiques, ils venaient à Toulouse se faire adouber d'une certaine manière, recueillir l'adhésion de leurs adhérents. Voilà. Et Toulouse restera, à cause de ça, une ville à nulle autre pareille auprès des Espagnols. Au départ, c'était Tolosa la Roja. Là, je m'excuse pour la prononciation. Moi, j'étais élevée en France, je prononce mal l'espagnol. Je prononce un peu à l'Argentine. Et Toulouse-la-Rouge, après on a parlé de Tolosa de Occitania ou de Languedoc, voilà. Mais au départ, c'était Toulouse-la-Rouge. Voilà. Et c'était pas un compliment dans la bouche des gens. Voilà. Après, petit à petit, les choses se sont arrangées. Et je veux dire, au fur et à mesure, les Espagnols qui étaient ici avaient conscience qu'ils représentaient une république en exil. Et ils se sont efforcés d'être exemplaires. Ils ont, aussi bien les hommes que les femmes d'ailleurs, elles ont compris très tôt qu'il fallait pour leurs enfants faire d'abord bonne figure et surtout se faire accepter de la communauté qui au départ ne les rejetait, la communauté française, parce qu'ils arrivaient précédés d'une réputation absolument épouvantable. Et puis leur apparence elle-même ne plaidait pas en leur faveur. Ils étaient arrivés, ils étaient dépenaillés. Ils sont partis. Il faut lire, je vous recommanderais de lire quand même aujourd'hui Lydie Salver. Alors si vous voulez avoir une idée de ce que ça fait que d'être émigré, vous lisez Lydie Salver qui a eu le Goncourt il y a 2 ou 3 ans avec Pas pleurer, et vous lisez son dernier bouquin sur Cervantes qui est formidable, qui dit Rêver debout, je crois que c'est. Voilà, vous les lisez et vous avez une idée de ce que peut être l'héritage espagnol. Parce que c'est à la fois, c'est douloureux à vivre, c'est dramatique même. Moi, je ne m'en suis jamais tout à fait remise. Et d'autres, par contre, s'en sont remis parce qu'ils ont fait des enfants et ils se sont enracinés vraiment dans cette terre. Mais ils ne l'ont pas oublié. C'est quand même, je suis étonnée, ça a transmis les générations. Il y a encore des enfants de 40 ans qui se réclament de cette hispanité-là. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine transmission qui s'est faite, culturelle, idiomatique. La langue a survécu et finalement, la vocation hispanique de Toulouse à l'université, elle vient aussi de là. Il y a beaucoup de fils de réfugiés qui sont devenus des profs d'espagnol, qui ont voulu dominer les 2 langues, à la fois le français et l'espagnol. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à dominer les 2. En fait, il n'y a que le français auquel je me suis vraiment accrochée. Et l'espagnol était pour moi la langue orale, la langue de la musique, la langue sentimentale, disons. Et là, encore plus sentimentale, pour moi, c'était le catalan. Alors là, le catalan, c'était une langue que je ne parle pas en plus. Je la lis, je le comprends, mais je ne la parle pas. C'est vous dire à quel point c'est difficile d'intégrer trois cultures en une. Parce que la culture barcelonaise, catalane, est différente de la culture. Je ne suis pas séparatiste, je le dis tout de suite, je ne suis pas pour une indépendance totale de la Catalogne. Je suis pour qu'on respecte la langue, mais je ne suis pas personnellement, parce que j'ai des ancêtres ragonnais, sans doute, aussi, et donc je ne suis pas personnellement favorable à une dissidence de l'Espagne, de la Catalogne de l'Espagne. Mais pendant très longtemps aussi, le catalan a été défiguré, été considéré par l'Espagne elle-même comme pas une langue. Or, c'est une langue parce qu'elle est écrite.
Et surtout, si elle a survécu, contrairement à l'Occitan, c'est parce qu'il y avait une bourgeoisie très éclairée, à la fois, hélas, très à droite, il faut quand même le dire, mais très éclairée, et qui a tout fait pour financer les traductions en catalan, pendant tout le temps. Il y avait des bouquins allemands qui étaient traduits carrément. Ils n'étaient pas traduits en espagnol, ils étaient traduits en catalan. Voilà. Donc il y a eu une vie... L'Espagne a toujours vécu avec deux capitales, Barcelone mais évidemment, moi j'ai tendance à mettre Barcelone d'abord, je suis à parti pris, et Madrid. Et les gouvernements ont essayé, surtout les gouvernements socialistes, qui sont plus universalistes, ont essayé de rétablir une égalité entre Madrid et Barcelone. Voilà. Mais si vous avez des questions à poser, au lieu de me laisser parler, je vous écoute volontiers. Et quel est le lien qui vous rattache à l'Espagne? À vous? Est-ce que vous avez des ancêtres? Oui? Mon grand-père vous me dites parce que j'entends pas. Mon grand-père a fait la guerre d'Espagne. Ah. Et un peu comme dans notre famille, il a traversé la frontière française, mais il n'était pas dans les camps. Il était dans les villages de l'Ariège. Et du coup, je comprends... Donc vous vous sentez en droite ligne. Je comprends. Non, vous avez des questions? On a parlé de beaucoup de choses, donc ça peut être des questions disparates. Quand tu nous as parlé d'une communauté qui n'était pas si soudée que ça, il y avait aussi notre communauté espagnole présente dans la région, fortement présente, qui est une communauté d'immigration économique à partir des années 60. Oui. Quel était le rapport entre ces réfugiés économiques et les réfugiés de guerre? Oui. Les rapports se sont institués à partir des centres culturels, notamment l'Athénéo. Il y a eu un Athénéo pendant 20 ans qui faisait des conférences espagnoles, et c'était le but, c'était de répercuter la culture de l'exil face aux nouvelles générations qui arrivaient, qui étaient des réfugiés économiques la plupart du temps. C'était pas un peu difficile parce qu'au fond, Si. Les réfugiés économiques, bien sûr, c'était aussi peut-être des franquistes, oui, ou en tout cas des gens qui n'avaient pas combattu oui, c'est vrai. Franco. C'est vrai. Ça n'a pas été... Il y avait une Casa d'Espagne qui était plutôt... Alors l'Athénéo, c'était plutôt socialiste, et la Casa d'Espagne, c'était plutôt communiste. Mais de toute manière, tout le monde se retrouvait d'accord, parce que le consulat d'Espagne, pendant les 40 ans de franquisme, tout au moins au début, s'était opposé fortement aux conférences que l'on donnait. Évidemment, elles donnaient voix et chapitres à des écrivains qui étaient interdits. Par exemple, il y a deux poètes qui ont marqué l'exil espagnol, évidemment, c'était García Lorca, qui est mort en 1937, tout à fait au début de la guerre, qui a été fusillé. Alors, évidemment, dans l'exil, il y avait une interrogation, je me rappelle, on disait, mais García Lorca n'est pas mort à cause de ses idéaux politiques, mais à cause de sa vie sexuelle, parce qu'il était homosexuel. Mais c'était pas du tout vrai, hein. Il était mort, il a vraiment été fusillé à cause de ses sympathies socialistes, ni plus ni moins, voilà. Mais les franquistes faisaient courir le bruit qu'il était homosexuel, on ne le savait même pas, on ne l'imaginait pas, c'était pas quelque chose qui s'avouait à cette époque-là. Et ça n'enlève rien à García Lorca, ça n'a rien à voir avec le talent de García Lorca. Et l'autre grand poète, c'était Machado. Alors Machado, il a sa tombe à Collioure. Machado, en fait, ils étaient deux frères. Et l'un est resté à Madrid, et il a tourné sa veste, si on peut dire. Il a fait l'éloge du franquisme. Et l'autre est parti, il avait 62 ans, et c'était le plus grand quand même des deux, poète avec sa mère. Et tous les deux sont morts à quelques jours de distance, tout à fait en février 1938,
février 39, je veux dire, à Collioure. Ils sont enterrés à Collioure. Et la question s'est posée de savoir si on rapatriait leur corps en Espagne ou pas. Et chaque fois, on a dit non, on les laisse ici parce que c'est un symbole. L'autre grand... enfin, des tombes d'Espagnols, il y en a beaucoup en France, énormément. Mais l'autre célèbre, c'est celle d'Azaña, qui a été le dernier président de la République espagnole et qui est enterré, lui, à Montauban. Et donc, à l'heure actuelle, le dernier président du gouvernement socialiste est venu rendre hommage, alors qu'avant, il n'y avait que Georges Semprún qui venait, qui est un écrivain qui était de sympathie communiste, qui venait porter témoignage de l'hommage de l'Espagne à son dernier président républicain. Voilà. Donc, et en fait, de monuments, le seul monument qui rappelle l'exil et qui soit un monument artistique se trouve à Saint-Cyprien. C'est une statue qui a été offerte par la veuve de François Desnoyers à la mairie de Saint-Cyprien en souvenir des camps de concentration qui étaient très nombreux sur les plages de Saint-Cyprien. Voilà. Et il y a une énorme statue, elle est très belle d'ailleurs, sur laquelle il y a une plaque qui est, si jamais vous allez sur ces plages-là, vous la verrez. Voilà. Mais après, maintenant, il y a le quai de l'Exil à Toulouse, mais c'est tout à fait récent. Il n'y a pas de statue, en fait, tout à fait commémorative. Il y a un petit monument à côté de la Casa d'Espagne qui est dû à un peintre catalan qui a vécu toute sa vie à Toulouse, et qui est Jean Jordan, qui est un peintre qui vient de mourir maintenant du Covid. Il a 90 ans, hein, et qui a vécu, il est arrivé à l'âge de 9 ans. À Toulouse, il est plutôt influencé, disons, il y a deux peintres qui comptent à Toulouse. Il y a Carlos Pradal, qui est le père du chanteur et du musicien Vincent Pradal, mais Carlos Pradal était un figuratif, et Jean Jordan qui était plutôt influencé par Picasso, par l'école moderniste, quoi, voilà. Est-ce que tu as une explication sur le fait que, finalement, cette histoire des Espagnols... Il faut que tu me traduises. Parce que j'entends pas. Cette histoire... Oui, excusez-moi, je parle pas. Oui. Là, je ne pardonne pas, je suis en moitié sourde. Je disais, est-ce que tu as une explication sur le fait qu'on ne parle véritablement de l'histoire de ces réfugiés espagnols que dans une période relativement récente? C'est-à-dire qu'on a passé des années sans jamais parler des réfugiés espagnols. Oui, c'est vrai. Et que c'est peut-être à partir des années 80, même 90, où beaucoup de livres, de films, alors je pense à ton travail à toi, évidemment, je pense au travail de René Grandot, je pense à un certain nombre de journalistes qui ont travaillé sur ce sujet-là, mais qui ont travaillé relativement tardivement. Oui, d'abord parce que le franquisme a duré très longtemps, jusqu'en 1975, quoi, disons. Après, il y a eu un gouvernement de transition, qui était un gouvernement de droite. Et après, c'est au moment où les socialistes ont repris le pouvoir que les commémorations ont affleuré. Et puis, il y a eu, disons, au niveau cinéma, il y a eu un film, je crois, qui a intéressé les gens. C'est un film de Ken Loach qui s'appelle Tierra y Libertad. En espagnol, Land and Freedom, en anglais, et qui est l'histoire du POUM, qui est un parti ouvrier marxiste, qui a été pratiquement assassiné par les communistes, il faut quand même le dire. Et c'est cette lutte-là qui a été... Il y a eu le bouquin de George Orwell, Hommage à la Catalogne, que vous trouvez en livre de poche, facilement. Il y a eu le plus beau film qui a été tourné sur la guerre d'Espagne, c'est quand même Malraux qui l'a fait, c'est L'Espoir. L'Espoir, il a été tourné pendant les événements de la guerre, en noir et blanc, et il est très beau. C'est un film de cinémathèque, bien sûr, mais on doit le trouver
en DVD, certainement. C'est le plus beau film qui a été fait. Il a été achevé en France. Il l'a tourné avec des gens du coin. Voilà. Après, je recommanderais le film Calotte, c'est très beau. Il y a La guerre est finie de René avec Yves Montand, avec un scénario de Saint-Proulx, je crois, qui est bien aussi, mais un peu passéiste. Voilà. Le Calotte est quand même supérieur. Après, je vous recommande encore une fois de lire, puisque c'est une femme en plus, de lire Lydie Salver. Vraiment formidable écrivain. Avec juste ce qu'il faut d'insolence, une langue qui est à la fois très raffinée par moments, très sophistiquée, et à la fois le langage de la rue. Alors, cette espèce de tricotage-là, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, si on peut dire, c'est ce qui donne du prix à cette prose-là. Parce que ce n'est pas un langage d'historien, et pourtant, c'est un ressenti tout à fait vif de ce que peut être le sentiment de l'exil et de la continuité de la mémoire. Vraiment, parce que je disais à une amie, le dernier bouquin qu'elle a fait sur Cervantes, bien sûr que Cervantes est une valeur universelle, mais on avait oublié qu'il était espagnol quand même. On l'a oublié, elle nous le rappelle. Et elle dit à un moment donné, dans une phrase, « Il n'est pas espagnol pour rien ». Alors c'est vrai, il est comme ma mère. Voilà. Et cette phrase-là, qui est à la fois... elle est cultivée, je veux dire, c'est pas une enfant naïve. Mais en même temps, cette culture n'a pas tué chez elle la veine populaire. Et elle est psychanalyste de son métier. Donc c'est un peu la complexité des sentiments, elle connaît. Mais dans ses romans, elle arrive à avoir une ligne de crête continue, vraiment une vivacité de plume formidable. Enfin, bon, je trouve. Et c'est vraiment... elle n'est pas inhibée du tout. C'est une femme qui n'est pas inhibée du tout, qui est vraiment libre. Et ça se sent. Moi, j'envie cette écriture-là, parce que, j'allais dire, moi, je me suis appliquée à être dans les normes. C'est une génération, moi j'ai 83 ans, c'est une génération où nous nous sommes appliqués à être dans les normes, dans les clous, dans les rails. Ne pas sortir du lot, surtout ne pas se faire remarquer, et être meilleur que les meilleurs, quoi. Donc j'ai un langage très académique en ce qui me concerne. Je ne me permets pas de dire un mot de travers. Tandis qu'elle a une liberté incarnée dans sa prose, quoi, que j'admire beaucoup, parce que c'est une liberté intérieure qu'elle a acquise. Et il faut dire, on a peut-être 10 ans d'écart. Et donc, ça justifie. Son lien avec l'Espagne. Pardon ? Quel est son lien avec l'Espagne ? Quel est son lien avec l'Espagne ? Quel est son lien avec l'Espagne ? D'abord, elle est née en France, elle. Mais c'est sa mère qui est espagnole et elle a une sœur aînée. Elle raconte dans Pas pleurer un petit peu cette histoire-là. C'est-à-dire sa mère est partie d'Espagne. Je crois qu'elle faisait partie de la CNT, c'est-à-dire la Confédération nationale du travail qui est libertaire, et qu'elle est partie avec sa valise et son bébé sur les bras. Et un bébé qu'elle a fait avec un homme qu'elle a aimé, mais qui n'était pas du tout, avec lequel elle n'était pas mariée. Donc déjà, elle est arrivée à pied, comme tout le monde, à la frontière. Après, elle a épousé, je crois que c'est un Espagnol qu'elle a épousé, et parce que Lydie Salver, c'est son nom de femme mariée, Lydie. Au départ, elle s'appelle Lydia Arjona, A-R-J-O-N-E-A. Et son père est espagnol.
Je veux dire, je pense que les rapports avec son père ont été conflictuels si on lit ses précédents romans, parce que Pas pleurer, ça vient après 6 ou 7 romans qu'elle a écrits. Il y a 30 ans qu'elle écrit. Hein. Moi, je l'ai connue depuis le début. Donc, je l'ai toujours suivie. Mais c'est dire que cette hispanité-là a mis du temps à ressurgir. Vraiment, ça a été laborieux. Après, maintenant, elle est... Puis, comme par hasard, le jour où elle a écrit son livre « Pas pleurer », elle est tombée malade quand même, très gravement. Elle s'en est sortie. La preuve, c'est son dernier livre. Mais elle a eu un passage très difficile. Et pour moi, je l'assimile à cet effort qu'elle a fait gigantesque d'aller chercher les racines du mal-être qu'il habitait elle et qui habitait sa mère. Et en même temps, c'est un exercice langagier où elle montre cette espèce de mélange et d'osmose qui s'est faite entre le parler espagnol et le parler français. Les Espagnols, moi ma mère avait un très fort accent espagnol quand elle parlait français, et évidemment, en plus le catalan, il y avait des modismes. Et donc les Espagnols ont toujours parlé très difficilement le français. On les reconnaissait à ça. Je me rappelle, d'ailleurs, ils avaient beaucoup de difficultés. Ceux du Sud, encore les Barcelonais, avec l'occitan et le catalan, on arrive à se comprendre. Mais les Andalous, qui arrivaient à pied aussi, hein, de Valence et de Malaga, etc. Alors je me rappelle, il y a une femme qui me racontait que quand elle voulait des œufs, elle était obligée de miter les poules pour demander aux paysans. Elle ne savait pas dire œuf. Elle disait quiero huevos, mais les Français ils ne comprenaient pas. Alors elle faisait cocorico presque. Voilà. Oui, c'était pas facile. Les débuts ont été très, très marqués, très difficiles. C'est devenu facile après. Vous savez il faut me le traduire, oui, hein, oui. ce qu'elle me dit. Oui. Parce que... Vous avez parlé oui. de vos parents, votre famille qui se sentait coupable de leur position historique. Et moi, je voulais vous demander, vous maintenant, devenu adulte, quand vous allez en Espagne, oui. Comment vous vous sentez? Je me sens étrangère. Vous êtes française? Oui, je suis française. C'est-à-dire, attendez, c'est pas arrivé qu'à moi. Le problème est là aussi, c'est vrai, que les Espagnols, ils sont revenus, je me rappelle parce que j'ai animé un débat, oh là là, c'était dur. Justement, le côté émouvant de la chose, c'est que des Espagnols qui sont revenus en Espagne avec l'espoir qu'ils allaient réintégrer l'histoire espagnole. Et ils se sont sentis étrangers. Ils se sont sentis... 40 ans de franquisme ne passent pas en vain. Ils se sont sentis d'ailleurs. Ils étaient des Espagnols importés qui ne trouvaient plus le pouls du pays. Et moi, je me sens métisse en fait. Je dis que je me sens métisse. C'est-à-dire, j'ai souvent porté l'Espagne comme un oiseau blessé en moi. Et la France était pour moi le pays qui avait réussi. Et l'Espagne, c'était le pays qui était détruit. Même maintenant, ça me fait pleurer, vous le voyez. Je ne peux pas l'évoquer sans... Parce que nos parents ont beaucoup souffert. Nous, encore, on s'en est sortis, mais nos parents ont été humiliés. C'est très difficile à vivre pour des enfants. Et c'est pas la faute de la France, je veux dire. Moi, je n'en veux pas du tout à la France, c'est parce qu'il y a des Espagnols qui en ont voulu à la France. Moi, je n'y en veux pas, parce que j'étais quand même à moitié française, par mon père. Et donc, j'ai aimé ce pays passionnément, et je l'aime, parce que c'est ma langue. Mais l'Espagne, c'est pour moi quelque chose de fantasmé. C'est quelque chose que j'ai vécu à distance, quelque chose que j'ai mythifié. Vous savez, les Pyrénées, c'était d'abord la frontière que mon père avait franchie, et d'où j'ai pas connu mon père.
il a fui le franquisme et plus jamais je n'ai eu de ses nouvelles. Et c'était la muraille de Chine pour moi. Et c'est aussi les endroits où ma mère a risqué sa vie pour venir me rejoindre. Elle a traversé ses frontières clandestinement, en payant un passeur. Donc, et revenir en Espagne, chaque fois, pour moi, c'était un traumatisme. C'était très émouvant. Et même maintenant, moi je suis plus âgée, maintenant, aller en Espagne, ça reste... enfin, ça reste une appétence que j'ai, parce que je ne peux pas vivre trop longtemps sans aller en Espagne. J'ai besoin de cet art de vivre espagnol, cette manière de vivre, cette manière de s'intéresser aux autres. Par exemple, la dernière fois que j'y suis allée, c'était au Pays Basque, il y a pas longtemps, en septembre. Et je me suis intéressée au garçon qui me servait les repas de midi. Il était d'origine de Costa Rica. Et on a parlé un peu, je me suis intéressée à ça. Et après, je lui ai laissé un petit pourboire, bon, c'est pas grand-chose, mais il a dépensé ce pourboire tout de suite pour m'offrir des glaces. Je veux dire, dans quel pays ça existe, ça? Que le garçon qui vient de vous servir vous offre des glaces. Parce qu'il veut être l'égal de vous. Vous voyez, il ne veut pas être le serviteur, il veut être votre égal. Et ce côté, cette égalité entre les gens du peuple et l'aristocratie, l'élite, c'est quelque chose qui est dans l'Espagne profonde. C'est-à-dire, Sancho Panza vaut le Quichotte dans le langage de Cervantes. Et cette égalité de rang, paradoxalement, alors que l'Espagne, les différences sociales sont plus marquées, il y a quand même un sens de la liberté intérieure extraordinaire, je trouve. Et moi, je dois à cette Espagne-là, je lui dois beaucoup. Et ça a été difficile pour moi d'expliquer aux Français ce qu'était l'Espagne. Parce que dans mon propre journal, elle était méprisée, cette Espagne-là. Elle était vaincue, donc elle était à terre. Hein. Et ça a été un combat pour moi, un combat de la vie. Et même maintenant, je suis fragile de ce côté-là, vous le voyez. Je ne m'attendais pas à être aussi émue que je le suis. Mais je pense que je veux dire que tous les gens comme moi sont pareils, quoi. Même s'ils le cachent mieux que moi. Voilà. C'est pour ça que c'est une histoire qui ne meurt pas encore. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je suis contente que des femmes qui s'intéressent à ça. Ah oui. Voilà. Je me sens un peu justifiée, j'allais dire. Parce que le problème, c'était ça, se sentir justifié d'exister. C'est terrible à dire, hein, mais c'est ça. On ne se sentait pas, on se sentait de trop. Et c'est terrible de se sentir de trop comme un enfant, on ne l'oublie pas. Voilà. Je voudrais rappeler une petite phrase, je voudrais vous la dire quand même. C'est dans un film qui s'appelle Hôtel du Nord. C'est un film de 1938 qui est en noir et blanc et dans lequel il y a Jouet qui écrit, qui joue. Et il y a cette phrase-là, terrible. Il y a un moment où, tout à fait au début du film, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Dans ce film, il y a un enfant qui vient de Barcelone, qui a 7 ou 8 ans, qui est à la table où on célèbre une communion d'un autre gamin. Et il y a un homme à table qui dit « Mais c'est un étranger, parce qu'il est arrivé sans père, sans mère. »
Et les cabaretiers l'ont adopté. Il dit non, c'est pas un étranger, c'est un orphelin. Voilà, et donc c'est dans l'herbe de Janson. Je voudrais que vous vous souveniez de ça. Voilà. On était tous des orphelins. Voilà. Merci. Elle m'en avait dit que vous écoutiez bien.